Donc moi, peut-être essayer d'abord de vous dire d'où je parle, qui je suis. Moi, je suis un militant associatif depuis un certain nombre d'années. Et tout à l'heure, je sors de 2 jours de réflexion, d'échange sur les 30 ans de la marche. Vous avez entendu parler, là, le film La Marche de Mel Debbouze, etc. C'est une grosse mascarade, hein, je vous le dis. Moi, je ne vous conseille pas d'aller voir le film. Essayez d'en parler plutôt avec des gens qui ont vécu cette époque-là, ils vont vous dire de quoi il s'agit. Parce qu'en plus, il y a même des trucs qui sont faux. Bref. Et on sort de ces travaux-là où je disais ce que je veux vous dire là. Enfin, moi, je suis content d'avoir entendu un panel un peu de la situation, l'analyse théorique, avec une dimension internationale, avec l'analyse des concepts, etc., l'instrumentalisation de ces choses-là. Moi, je veux dire, si vous voulez apprécier ces interventions-là, je parle surtout pour les non-musulmans qui auraient un doute sur la question de l'islamophobie, mettez un foulard, déguisez-vous en musulmane, et allez faire un tour en ville, comme l'a fait une journaliste espagnole. Elle a mis le foulard, le niqab. Pendant 24 heures, elle a failli faire une dépression. Elle est sortie à Madrid, je crois à Barcelone, elle était allée se balader dans les parcs, dans les jardins d'enfants, etc. Et elle a vécu des trucs, mais horribles. Et sans mettre le niqab, mettez un foulard et regardez les réactions. Et regardez la violence physique, symbolique, les insultes, les crachats, etc. que vous pouvez subir. Donc ça, c'est des choses qui nous ramènent à terre. Donc moi, d'où je parle, pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas changer les choses. Là, le constat, voilà, il est fait. Moi, je vais peut-être dire 2 mots sur le constat, mais moi, ce qui m'intéresse dans l'échange avec vous, comment on peut nous changer ces réalités-là? Parce que celui qui a un doute sur l'islamophobie, soit c'est un menteur, soit c'est quelqu'un qui ne vit pas avec nous. Il vient d'une planète Mars. L'islamophobie, c'est un fait avéré scientifiquement. Il y a des études qui ont été faites, hormis les études qui ont été faites par Ali Hajat et Maran Mohamed sur le bouquin d'islamophobie qui démontre, etc. Il y a un travail qui a été fait déjà il y a quelques années par des universitaires anglais et français qui ont démontré que sur le test qu'ils ont fait, c'était 600 CV. Ils ont pris 600 CV avec le même profil. C'est 2 filles sénégalaises, une qui s'appelle Khadija Diouf et une qui s'appelle Marie Diouf. Et ils ont mis exactement le même profil, le même âge, le même diplôme. Et il y a une seule chose qui se différenciait des deux. Une, elle était au secours islamique et une était au secours catholique. Quelque chose de cet ordre-là. Et ça, ils se sont rendus compte que les 600 employeurs qui ont regardé les CV, ils ont mis de côté 2,5 fois plus le CV de Khadija Diouf parce qu'elle était musulmane. Donc ceux qui ont un doute, aujourd'hui il y a des travaux scientifiques qui le prouvent. Et donc on viendra après sur la façon. Et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment nous on peut combattre ce phénomène-là, qui est réel, qu'on vit dans nos quotidiens. Et pas seulement les sœurs, même si les sœurs sont victimes à 90%, c'est aussi des frères. Moi j'ai perdu mon boulot. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la fonction publique, ils n'osent pas parler l'islam. Ils mangent la viande dans les gorgées parce qu'ils ne veulent pas montrer que ce sont des musulmans pratiquants. Tu l'appelles au téléphone, tu dis salam alaikum, et tu dis ouais bonjour, oui. Il dit wa alaikum salam. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est dans une pression sociale, il est dans un terrorisme intellectuel, psychique, identitaire, psychologique, qu'il n'osera pas le dire. On rigole, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est la réalité, on le sait. On cache notre islamité. Ah, tu manges pas de la viande? Non, je suis végétarien, merci Jean-Paul. Ah, tu manges pas? Non, t'es un menteur, dis-lui, tu manges de la viande halal. Et que c'est permis par la République. Et que si la République ne te l'impose pas, le dieu commerce, le dieu argent va te l'imposer. Quand je vois Carrefour qui fait la semaine du Ramadan, ou la Auchan, ou la Leclerc qui se met à draguer les musulmans, c'est pas pour nos beaux yeux. C'est parce que le dieu argent, il passe avant tout pour eux. Donc vous voyez, donc il y a aussi une question de théologie à voir là, dans cette affaire-là. Donc moi je dis, ce qui m'intéresse c'est comment. Et le comment, ça commence par nous. Si nous, on n'est pas bien dans nos baskets, si nous on est décomplexés, si nous on est décolonisés, si nous on est des aliénés identitaires, on s'en sortira jamais. La France coloniale nous a montré le chemin. La première chose qu'elle a fait en arrivant en 1830, elle a colonisé les mosquées, elle a nationalisé les mosquées, elle a nationalisé les madrasas, elle en a éliminé un certain nombre, elle a réduit le taux d'alphabétisation de 95% quand elle est arrivée à 2% quand elle est partie. Vous voyez le travail? C'est pas rien. Après on a nos parents, les pauvres, on les a. Moi j'ai vu mon père, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il signait une croix, m'skin, Allah yarhamou. Et je lui ai appris moi, signé à son nom. Toute une génération comme ça a été éloignée de son référentiel identitaire, religieux, philosophique, politique, culturel, intellectuel. On nous a sorti les marabouts, j'en parlais avant avec la voiture, avec Khaled. On nous a posé les marabouts. Sidi Flan, Sidi Allan, Sidi Flan, oh là, il fait peur Sidi Flan, oh là, tu jette un sort, t'es cuit. C'est du charlatanisme. On nous a transformé une culture, un plus, une plus-value sur le plan de la civilisation en une mascarade, en une rigolade. Quand c'est pas le couscous, le thé à la menthe, la danse du ventre,
les Jamel Debbouze et les Zidane et je sais pas quoi. Subhanallah. Alors que regardez l'histoire de l'Andalous. Regardez qui a transmis l'héritage grec à l'Occident pour qu'il fasse la renaissance, pour que l'Occident puisse découvrir les lumières, découvrir les sciences qui sont enseignées depuis l'origine de l'islam. Quel est le premier verset qui a été révélé dans l'islam? Quel est le premier mot qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Iqra, lis. Lis au nom de ton Seigneur. Lis, la lecture. Après, on voit des astronautes, je sais pas quoi, là, des grands orientalistes à deux balles qui disent ouais, l'islam est incompatible avec la science. C'est contraire à la science, l'islam. Oui, on dort. Et ça, pourquoi? Parce que c'est nous qui avons laissé le champ libre à des charlatans, à des rigolos. Il y a un verset du Coran qui est très fort et qui ne s'applique pas qu'aux musulmans, d'ailleurs on peut le méditer tous. Dieu dit dans le Coran, il dit, Dieu ne change pas la réalité d'un peuple tant qu'il n'a pas changé en lui-même. Tu veux que ta réalité sociologique change, tu veux que ton rapport à l'autre change, change déjà en toi-même. Deviens un homme, deviens une femme debout. Pas quelqu'un qui rentre, pas quelqu'un qui coupe les chines pour plaire aux dominants. Peut-être que je veux la place, monsieur. Aujourd'hui, on a même des imams, des imams, des compétences, soi-disant, qui sont en train de caresser les islamophobes dans le sens du poil, y compris sur le plan théologique. On m'en va où là-haut? Je parle même pas de Chalroumi là, c'est un clown lui, c'est un pantin lui. Lui il a compris la ficelle, vous savez, il a trouvé l'ascenseur, il est monté très vite, il est allé faire le voyage à Drancy, il est allé la visite à Yad Vashem, il se retrouve à serrer la main de Shimon Peres, un blédard qui ne sait même pas parler deux phrases en français, il se retrouve à serrer la main de la 4e ou 5e puissance mondiale qui est en train de massacrer en Palestine. Non mais attendez, donc moi je parle pas de ces rigolos là, ceux-là c'est des rigolos pour moi. Mais je parle d'autres gens qui sont dans des structures, qui ont une sorte d'aura, une sorte de légitimité islamique, théologique, et qui te dit ouais, la visibilité là, elle pose problème, mon frère ta barbe, c'est pas bon là. Ton hijab ma soeur, il faut l'enlever là, c'est pas sérieux. Tu vois? Et qu'est-ce qu'on a en retour? Le système, la France néocoloniale, elle est peut-être plus en Algérie, mais elle est ici, elle continue à agir exactement de la même façon, avec les héritiers de l'immigration, les musulmans en particulier, et les Algériens en particulier. Parce que vous n'avez pas remarqué, on n'attaque pas les Comoriens. On n'attaque pas un petit peu les Noirs avec la négrophobie, mais non. C'est surtout les Arabes, les Algériens. Parce qu'il y a un truc qui n'a pas passé là, tu sais, il y a un truc, on a voulu pendant 130 ans laminer l'affaire, là, sans compte, oulala. Ce qu'on a réussi avec les Basques, les Corses, les Occitans, ça marche pas avec les musulmans, il y a un problème, hein. Un problème, hein. On se casse les dents, hein. Donc on sort toutes les artilleries lourdes. Et aujourd'hui, donc pourquoi je lui disais ça? Bon, excusez-moi, moi ça part dans tous les sens, hein. Moi c'est pas structuré, moi, vous savez que c'est le cœur qui parle, et je crois que de cœur à cœur on peut se dire des choses. Moi, j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps pour être bien dans ma basket et ma babouche. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai. Vous savez, la marche, là, les 30 ans, moi je suis parti de ceux qui ont contribué à l'organisation de la marche. J'avais pas marché à cause de l'islam, d'ailleurs. Déjà, l'islamophobie, elle était là. Les jeunes, ils savent pas. Mais être musulman à l'époque, c'était Chibani, là, les anciens, le truc rétrograde, là. C'était mal vu, c'était mal vu. Il fallait s'appeler Momo, il fallait s'appeler Fafa, il fallait lisser les cheveux. Je me rappelle, on lissait les cheveux, tu sais, on mettait les trucs, les filets le soir, pour qu'on ne soit pas frisé, tu sais, pour que ça fasse bien. Tu sais, Malcolm X, ceux qui ont vu Malcolm X le film, c'est pareil. Le problème qu'ont vécu les Noirs, en tant que minorité, on l'a vécu ici. Là, aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais nous, on l'a vécu. Hein, il y a des gens, ils ont même francisé leur prénom, et 20 ans après, ils essayent de reprendre leur prénom, la justice, elle a dit non. Casse-toi. C'est hallucinant. Donc, je dis, excusez-moi, parce que là, voilà, de temps en temps, il faut un peu détendre ça. Donc, l'idée d'être bien dans sa basket et sa babouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, j'ai une identité multiple, et je l'assume. Moi, je veux pas... Je suis pas manichéen, moi. Moi, je ne dis pas que je suis simplement arabe, musulman, tunisien, africain, immigré. Non, je suis aussi français, je suis ardéchois, je suis lyonnais, je suis européen. Et oui, j'assume ça. Et si tu n'as pas assumé ça, tu vas avoir des problèmes dans ta tête. Tu vas être schizophrène. Tu vas avoir un dédoublement de personnalité si tu pousses le bouchon un peu loin. Donc, si nous, on ne change pas par nous-mêmes, la réalité ne changera pas. Et aujourd'hui, pour parler de l'islamophobie, vous savez, l'islamophobie, quand on suit l'étymologie du mot, c'est une peur irraisonnée de l'islam. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Parce que quelqu'un qui a fait l'arachnophobie, là, c'est ceux qui ont peur des araignées, ou la claustrophobie, qui ont peur du noir, de l'enfermement, ça se soigne. Tu vas voir des psys, te mets dans des situations petit à petit, et ils te familiarisent avec la scène. Donc moi, je dis, si c'est une question de peur de l'islam, eh ben, mettons-nous ici. On sollicite l'éducation nationale, sollicite les associations, les mosquées, et on va faire l'explication de l'islam. Madame Dupont, n'ayez pas peur. Je suis pas là pour vous égorger ou pour vous obliger à vivre l'islam, pour vous apporter le voile. Je suis pas là pour vous obliger à manger de halal, pour que vous convertir à l'islam, je sais pas quoi. Non, le problème n'est pas là. On sait qu'il n'est pas là. C'est une guerre.
c'est une guerre contre l'islam, une guerre orchestrée contre quelque chose qui, depuis 14 siècles et quelques, a prouvé sa capacité à remettre en cause le système injuste. L'islam en soi est subversif. Pourquoi Dieu n'a pas créé de relation entre toi et lui et qu'on a des dictateurs, on a des dynasties. Depuis l'instauration des dynasties Omeyyades et Abbasides, il y a eu une sorte de mainmise, et je dis, ils se sont mis entre l'interstice entre Dieu et nous. Et se sont mis à nous dire comment il fallait adorer Dieu, comment il fallait obéir aux dirigeants, aux dictateurs, comment il fallait soumettre sa tête en bas, comment il fallait supporter des coups, prendre des coups. Et Dieu merci, l'histoire de l'islam est jalonnée de résistants. Les mêmes mecs, les Maghrébins le savent, quand on fait la prière, on a les mains qui sont en bas. C'est pas par gaieté qu'il a fait l'imam Malik, il l'a fait parce qu'il a été torturé. Parce que l'émir de l'époque, le calife de l'époque, lui a dit, tu vas faire une fatwa que les gens, ils divorcent ceux qui ne font pas Iba'a. C'est-à-dire, le musulman qui ne fait pas Iba'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance au calife, eh bien on le divorce de sa femme. Il lui a dit, tu fais la fatwa? Il lui a dit, jamais je ferai une fatwa comme ça. Il dit, de quel droit tu veux qu'il fasse allégeance alors qu'ils ne te reconnaissent pas ou alors ils reconnaissent que tu es quelqu'un d'injuste? Ils l'ont torturé, ils l'ont massacré. D'accord? Il y a plein de savants comme ça, Ibn Taymiyyah, entre autres. Il y a plein de savants qui ont été torturés, qui nous ont montré que lorsqu'on résiste, les choses ne sont pas faciles. Luqman, dans le Coran, il dit à son fils, il dit, Ya bunayya amr bis-salat, wa amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabaka, inna dhalika min 'azmi al-umur. Excusez-moi les non-arabophones, je vais traduire. Luqman, il symbolise la sagesse, c'est un prophète qui dit à son fils, ô mon fils, fais ta prière, c'est-à-dire adore ton Créateur, prescris le bien, interdis le mal et patiente sur ce qui va t'arriver. Ça veut dire, si tu es sincère en tant que musulman, tu vas être éprouvé. Un autre verset du Coran, tout le monde le connaît. Est-ce que les gens pensent qu'il leur suffit de dire « Je crois en Dieu » pour que Dieu ne les éprouve pas? C'est pas possible. C'est l'épreuve obligatoire. C'est le passage obligé. Quand tu rentres dans l'islam, tu sais que tu vas être confronté aux forces du mal d'abord. Déjà, entre toi et Dieu, il y a Shaitan qui s'interpose. Après, tu as des gens qui ne supportent pas. Et c'est qui ces gens qui ne supportent pas? Ce sont les dominants. Ce sont ceux qui asservissent la population mondiale aujourd'hui, qui font crever des gens de faim, qui spéculent sur des pays, qui affament des gens, qui détruisent la planète. C'est horrible ce qui se vit aujourd'hui. Et l'islam, moi, ma conviction profonde aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a quelques enturbanés ou quelques starbés qui se l'ajoutent terroristes, machin. C'est calculé. Même le Niger, vous savez l'invasion de la France au Niger, c'était calculé, c'était voulu. Sarkozy a fait tomber Kadhafi en Libye parce qu'il voulait le pétrole, parce qu'ils sont en train de faire la guerre entre les États-Unis, la Chine, la Russie et la France, et chacun veut prendre sa part du gâteau. Ils ont fait tomber Kadhafi et ils ont regardé par satellite les armes transiter dans toute l'Afrique subsaharienne. Ils ont vu les armes aller au Mali, aller au Niger, etc. Et les ont laissés venir comme des rats, et voire même encouragés par certains services secrets. Pourquoi? Parce qu'il fallait s'occuper du Mali. Le Mali, il y a de l'uranium. L'uranium, c'est l'avenir. Il y a d'autres matériaux avec lesquels on fabrique, je crois, les téléphones, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, des matériaux rares. Voilà, silicium. Voilà. Il y a des minéraux qui sont cruciaux pour la suprématie technologique dans l'avenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attisé quelques petits starbés, là, ouais, ils ont fouetté, ils ont coupé des mains, ouais, charia. Ils se moquent de nous, ils nous prennent vraiment pour des rigolos. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était venu pour nous montrer cet exemple-là. C'est de la barbarie entretenue, on attise tout ça, on finance tout ça, on laisse passer les armes avec les satellites qui surveillent, après on dit, oh là là, les pauvres Maliens, il faut qu'on aille apporter la démocratie au Mali, il faut qu'on aille libérer le peuple malien, et ils s'installent là-bas, ils mettent une base militaire, et vas-y que je te pille le pays, et vas-y que je te laisse des gens crever de faim, et vas-y que je te mette encore des dictateurs pendant 20, 30, 50 ans. Il faut être réaliste, par rapport à ça. Donc c'est une guerre orchestrée, avec ses généraux, avec sa stratégie, avec ses moyens qui sont énormes, colossaux, les intellectuels, les médias, etc. Lisez les livres là, de Thomas Deltombe sur l'islam imaginaire, sur le mythe de l'islamisation de Raphaël Lougier, sur Vincent Gesser qui a été cité, qui a la nouvelle islamophobie, parce qu'avant lui il y avait Taguieff qui avait fait la nouvelle judéophobie, pour nous incriminer, nous, comme quoi les musulmans seraient antisémites. Tout ça constitue les éléments d'une guerre orchestrée. Et là où le bas blesse, là où ça fait mal, c'est pas qu'il y ait quelques journalistes, quelques intellectuels qui nous la jouent comme ça. C'est quand le système s'empare de ça. Quand l'État fait des discriminations systémiques. Quand l'État fait des lois d'exception. Quand l'État vote des lois
quand le Conseil d'État lui dit non, en 89, le foulard, il n'est pas incompatible avec la laïcité, dans la mesure où les jeunes filles ne font pas du prosélytisme, etc., eh ben non, on vote une loi 2004. Et moi, ce que j'ai constaté, pourquoi je dis c'est une guerre, et nous on dort, c'est parce que, rappelez-vous la loi 15 mars 2004, d'où est parti le problème? En fait, il est parti d'avant, mais les jeunes ne savent pas. 82, quand Gaston Defferre et Pierre Mauroy ont commencé à parler de nos parents qui étaient sous-payés. Vous savez, à l'époque, dans l'automobile, il y avait l'ouvrier français, l'ouvrier européen et l'ouvrier nord-africain. Et les trois, ils avaient des salaires différents. C'est-à-dire Jean-Paul, qui est français, il a 100 €. Manolo, qui est espagnol ou portugais, il a 60 €. Et Mohamed, il a 30 €. Et le truc, sur le même poste, sur la même chaîne de travail, ils sont mis en grève pour dire on veut nos droits. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, l'État? Regardez l'entourloupe du système. Ils n'ont pas dit c'est une question sociale, c'est une question de négociation entre les syndicats, les représentants des travailleurs et l'État. Ils ont dit ce sont des islamistes roménistes. Vous voyez, parce que roménistes, ça faisait peur. Les gens ne se rappellent pas, mais en 79, la révolution iranienne est arrivée. Et l'Occident, il a commencé à paniquer. Ouais, les islamistes, machin. Donc ils ont dit ce sont des roménistes. Quelque temps après, dans ces mêmes périodes, il y a eu des enlèvements organisés par la France d'enfants de musulmans. Des parents musulmans, des pères musulmans qui étaient mariés de Françaises de souche. Lorsqu'il y a eu des divorces, c'est par milliers que les enfants ont été enlevés, par des décisions de justice, qui stipulent, compte tenu des différences culturelles entre monsieur Yanis et mademoiselle Brigitte, nous confions l'enfant à madame Brigitte, avec interdiction à Yanis de venir voir son gosse. Et je l'ai vécu personnellement pendant 5 ans, j'ai pas vu mon gamin. J'ai un enfant d'ici du couple mixte, on me l'a interdit. Et c'est qui me l'a interdit? C'est la France. C'est l'Assemblée nationale dans laquelle il y avait 30 députés du Front National qui avaient édicté comme ça des injonctions à la magistrature française d'enlever tous les gamins de père maghrébin. Tu t'appelles Mohamed, on t'enlève tes gosses automatiquement. Déjà, même quand tu t'appelles Jean, tu as des problèmes. Parce que dans les divorces classiques, automatiquement, le droit de garde est accordé à la mère dans 80% des cas pratiquement. Mais imagine quand tu t'appelles Mohamed, tu peux courir. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est horrible, c'est à vomir. Donc l'islamophobie systémique, elle existe depuis très longtemps. Mais là où elle s'est développée, elle est partie de l'école. On a dit l'école. Les musulmans n'ont pas réagi. Il y a une erreur historique qui a été faite par nos frères, qu'Allah il leur pardonne. Il y a des organisations nationales. Nous, on a appelé à manifester. On a appelé à dénoncer cette mascarade. Il y a des gens, ils ont dit non, il ne faut pas manifester. Des musulmans, parce qu'ils étaient en négociation avec le pouvoir politique pour aller s'asseoir à la table de la République. Et je pèse mes mots, je ne veux pas donner des noms, parce qu'ils se reconnaîtront tous. Ils ont dit non, il ne faut pas manifester. Et je me rappelle avec Tariq Ramadan, entre autres, et les jeunes musulmans de France, et JMM, Union Jeunes Musulmans, PSM, ça, on avait dit qu'il faut faire une manifestation nationale pour dire non, cette loi raciste, islamophobe, elle ne passera pas. Et les frères, ils ont fait circuler que non, n'allez pas manifester. Là, après, ils nous ont dit la loi est votée, obéissez à la loi. Voilà, on va faire comme ça. On va baisser la tête, encore une fois. Et ils nous ont dit la loi est votée, obéissez à la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est une loi injuste. C'est une loi criminelle. Aujourd'hui, on nous bassine avec le génocide en disant oui, ils auraient dû désobéir. On parle des justes, à juste titre, et c'est très bien. On nous dit oui, les fonctionnaires de la CNCF, ils auraient dû désobéir. Quand une loi est injuste, il faut désobéir. Pourquoi quand une loi est injuste, qui fracasse nos petites sœurs, qui leur interdit un avenir scolaire, qui leur interdit toute perspective de réussite sociale? Vous vous rendez compte de ce qu'on a imposé dans ce pays? C'est criminel. C'est-à-dire une jeune fille qui est née dans une famille musulmane, qui décide de porter son foulard, ben son avenir professionnel est bouché à 60% peut-être. Il y a des secteurs qu'elle ne pourra jamais imaginer dans ses rêves. Être médecin, ou être un professeur, ou être haut fonctionnaire, ou travailler dans un ministère. Mais c'est hallucinant. C'est grave. Et là, comme si de rien n'était. Alors qu'est-ce qui s'est passé? De notre faute, en partie, nous avons sorti la loi sur le niqab. Et pour vous raconter la petite histoire, André Girin, celui qui a lancé la loi, il était de Vénissieux. Il mangeait dans notre main à Vénissieux. On rentrait dans son bureau, il y en a un, il a tarté, un jeune de quartier, il a donné une tarte. Je lui ai dit, ferme ta bouche, comme ça, parce qu'il y avait un rapport de force, les jeunes, ils étaient organisés, structurés. Bon, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein. Je retire ce que j'ai dit, hein. C'est pas un exemple à suivre. Mais, on discutait avec lui pour organiser le congrès de la jeunesse musulmane. Wallah al-alim, Wallah, je vous jure, il nous a tout donné. L'école nous a été ouverte. Le personnel municipal a été mobilisé le week-end, 3 jours. Les gymnases nous ont été donnés. La rue a été bloquée, les barrières, le matériel, tout, ils nous ont tout donné. Pourquoi? Parce qu'on était organisé politiquement. L'Union des jeunes musulmans, à Lyon, on était dans au moins une douzaine de quartiers, on était capable de faire changer la donne politique. On se mobilisait, on descendait dans la rue, on faisait la concertation, les gens ils nous écoutaient, et on disait on est citoyens, on doit changer le monde. Et là on pesait. Et du jour où on s'est un peu rétracté, l'Union des jeunes musulmans, passé sur d'autres strates, collectif des musulmans de France, présence musulmane, Tariq Ramadan, on est passé sur une autre sphère, la sphère intellectuelle, médiatique, on s'est un peu désengagé du terrain, comme beaucoup de musulmans.
Résultat des courses, le mec qui nous suppliait pour être réélu, il nous crache dessus, il fait une loi raciste islamophobe pour 2000 cas. Vous vous rendez compte? Regardez le monde comment il va. Et pour ça, je dis qu'il y a une régression. C'est-à-dire, plus on avance, plus ça empire. Et si on ne se réveille pas, je vous assure, demain, on va nous interdire le halal, la circoncision, de t'appeler Mohamed, de te marier avec quelqu'un du bled. Tout ça, ça nous pend au nez. De te travailler, de traverser la rue avec ton hijab. Parce qu'on continue à dormir. Parce qu'on continue. Ça aussi, excusez-moi, je vais être un peu cru là par rapport aux musulmans, je parle aux musulmans. J'en ai marre. À Lyon, CRI, ça fait 5 ans qu'elle existe, on n'a jamais fait une conférence publique. On peut en faire, je le disais, toutes les semaines. On a des salles, on a les moyens de faire des conférences. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les musulmans, ils sont bons qu'à consommer. Il vient, il pose son derrière, il paye même 10 euros. Il vient, il paye 10 euros, il vient pour une conférence. Oh, machallah, comme le frère, il a bien parlé. Oh, t'as vu la sœur, comme elle a bien parlé. Oh, t'as vu le frère, comme il est beau. Il vient fantasmer sur l'intervenant. Wallah, et c'est vrai. Wallah, et c'est vrai. Et vous le savez très bien, vous le savez comme moi. Il vient fantasmer sur l'intervenant. Et à moi, j'ai dit, un peu crûment, les musulmans, ils viennent assister aux conférences Harry Potter. Vous savez, Harry Potter, il faut le 1, le 2, le 3. Et bien les gens, ils viennent parce que ça plane, tu sais. Oh là là, il m'a fait voyager, frère. Et après, il sort dans son quartier, il prend des coups dans la gueule. La sœur, elle s'est fait agresser avec son bébé, elle l'a perdu. Les femmes voilées, elles sont traitées comme des chiens dans la rue, dans les supermarchés, dans les... Mais vous savez jusqu'où ça va, là, en ce moment? Une plage. On a une sœur de Givor, elle est allée à la plage, lac des Gbelettes. Elle voit un vigile arriver, de oh là, madame, là, oh là, oh là, allez, dors, là, allez, dors, là, oust, oust. Quoi? La plage publique, la montagne de Dieu. C'est pas la montagne de ton père, qu'est-ce que tu te mets, toi? C'est un lac naturel. Eh ben, dégage. Il l'a fait dégager. Il a fallu que j'intervienne auprès du comité de machin, la communauté de communes, etc. Dire qu'est-ce que c'est que ces pratiques, machin. Ça va très loin. Auto-école, restaurant, piscine, la piscine, je parle même pas. Vous savez, les piscines, on nous a fascinés avec ça. Les homosexuels, ça fait plus de 25 ans, pas les homosexuels, les nudistes. Les nudistes, ils ont une piscine depuis 25 ans. Dans certaines villes, ils ont des créneaux à eux. Les femmes juives, dans plusieurs communes, elles ont des créneaux à elles. On n'en parle pas. Dès qu'il y a une musulmane, une salle de sport, là, le gros bouffon, là, Eric Raoult, elles ont voulu ouvrir une salle de sport, les frangines, parce qu'elles veulent faire du sport entre elles, elles ne veulent pas se dévoiler. Hein? Et il a interdit la salle, il a interdit l'ouverture de la salle. Mais tu vas où? Ça veut dire que bientôt, vous n'allez plus pouvoir respirer, les sœurs. Les musulmans, les musulmanes, on va vous dire, vous payez une taxe pour respirer. Et d'ailleurs, Yannis, tout à l'heure, il a parlé de l'autre, là, Wilders, qui voulait imposer une taxe pour les musulmans. Donc, il y a une régression. Pour moi, une régression, il y a le bouchon poussé de plus en plus loin, et les lois liberticides sont en train de devenir inquisitoires. Vous avez entendu parler de la loi sur les nounous voilés. Nous, on a mobilisé, on s'est mobilisé, on est allé manifester devant le siège du PS au moment où la loi a été votée. Et on a ramassé 30 000 signataires, etc. Et quand sur les 30 000 signataires aujourd'hui, on envoie une information, il y a 250 personnes qui répondent. C'est à pleurer. C'est à pleurer. Les musulmans, ils sont dans l'émotionnel. Quand ils voient Gaza, on le sang saigne, ah, des cents par milliers dans la rue, ouais, Gaza, machin, là, là. Plus rien, après plus rien. Là, pareil. Et ça, c'est notre problème. Si on est des sprinteurs. Les musulmans, je parle bien aux musulmans, c'est des sprinteurs. Ils viennent là, ouais, mon frère, vas-y, Hamas, il va courir. Il a fait 50 mètres, il est épuisé. C'est un marathon. C'est combien le marathon? 40 km, non? Combien les sportifs là? Hein? 42 km. Oh, il faut tenir les 42 km, ma soeur, mon frère. Oh, il faut arrêter là. Oh, j'en ai marre, moi, des sprinteurs, il n'y a que ça dans ma communauté. C'est pour ça que nous, on en a marre. Faire une conférence, remplir des salles. Ouais, machallah, il y avait 200, 300, 500, 1000 personnes, 2000 personnes. Et tu dis, ouais, et quand le couple de retraités à Montpellier, qui a été expulsé de leur logement, monsieur et madame Étienne, un couple de retraités depuis 65 ans, qui n'ont pas d'argent, et que la régie et la mairie décident de les expulser avant la trêve hivernale. Et quand on se mobilise, parce que CRI, c'est une particularité, tout à l'heure, je crois, Hanan l'a dit, c'est pas, on ne veut pas lutter contre l'islamophobie. Nous, moi, je pars du principe, c'est Allah, il parle à son prophète. Il lui dit, nous t'avons envoyé comme miséricorde à l'humanité entière, aux deux mondes. C'est pas aux Arabes ou aux Maghrébins, c'est l'humanité entière. Donc moi, j'ai une dimension universelle dans mon message, dans ma pratique. Je vois pas pourquoi je vais la cantonner qu'à mes frères. D'abord, mes frères, des fois, ils sont pas si frères que ça. Et un Tarek du MIB, un copain du MIB avec qui on milite, il dit, Abdelaziz, pour faire ta prière, toi, il te faut 2 rétroviseurs maintenant. Vous voyez le truc? Pour faire ta prière, il te faut 2 rétroviseurs.
Alors maintenant, je rigole quand je croise, je dis Tarek, maintenant j'ai demandé une caméra moule en plus, pour surveiller, on ne sait jamais si ça peut venir d'en haut. C'est les tiens, c'est les tiens qui te donnent des coups de couteau. Et pas qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, on était à Lyon, on parlait des 30 ans de la marche. Le préfet de Rhône-Alpes réunit les associations, il réunit les jeunes arabes de Lyon et banlieue. Et il y a un copain, un béninois, un chrétien, qui s'appelait Bernard. Il me dit, Abdelaziz, je suis désolé. Il me dit, moi, je vous défends. Je vous dis que vous êtes des gens bien et tout, devant le préfet. Il me dit, mais c'est les vôtres qui vous attaquent. Et comme ça, il me dit, c'est les vôtres qui vous attaquent. Je dis, attention, c'est des intégristes, l'islam, tout ça. Et comme la France, les autorités ne savaient pas, elles fantasmaient sur ce qui se passait en Algérie, en Afghanistan, tout ça. Donc ils avaient peur, ils rentraient dans le jeu. Et on était diabolisés, on nous a fermé des portes comme ça. C'est hallucinant quand même. Donc, les fameuses lois, elles ne font qu'empirer. La fameuse loi sur les nounous, ça s'est jamais vu dans l'histoire. Vous savez jusqu'où ça remonte? À l'Inquisition. Où on vient voir si t'es chrétien, ou alors au nazisme. Vous savez, la Gestapo, la SS, quand ils venaient dans les classes des élèves pour trier les enfants juifs, ils faisaient baisser les pantalons pour voir s'ils avaient la circoncision ou pas. Vous voyez, c'est inquisitoire, on touche à ton intimité. Et bien la loi sur les nounous, si on ne s'était pas mobilisé, alors que certains, vous savez ce qu'ils ont dit? Ouais, c'est pas bien, cri, c'est des gueulards. Il ne faut pas manifester, mon frère. C'est même haram de manifester. Il y en a même, ils ont sorti. C'est haram, c'est interdit, c'est blasphème de manifester. Subhanallah, oh. Les paysans, les taxis, les prostituées, tout ce que vous voulez, tout le monde manifeste. Tous les syndicats, lorsqu'il y a une négociation avec le patronat ou avec l'État, ils descendent tout le monde dans la rue. Et toi, tu me dis non, il ne faut pas manifester. Eh bien, n'empêche que, on a manifesté, alhamdoulilah. On a obtenu des garanties de, comment il s'appelle Touraine, qui est un pont du PS à Lyon, écrit, j'ai dit écrivez monsieur, le député, écrivez monsieur, on a besoin, il a écrit, il a dit si le PS passe, si Hollande passe, la loi, machin, on s'engage à lutter contre la loi islamophobe. Et alhamdoulilah qu'elle n'est pas passée. Pourquoi? C'est des dizaines de milliers de femmes musulmanes qui se retrouvent au chômage. Et vous savez pourquoi? Parce que nos femmes, nos sœurs, nos filles, aujourd'hui elles ont bac plus 5, elles ne peuvent pas travailler dans leur domaine, et bien elles se rabaissent à faire la nounou pour juste gagner de quoi manger. Vous voyez? C'est scandaleux ça. C'est honteux ça. Eh bien ça leur suffit pas. Il faut qu'ils les mettent en masse au chômage. Et il dit, si je viens chez vous, Madame Mohamed, Madame Fatima, si je trouve le poster de la Kaaba, si je trouve la tombe du prophète, si je trouve un tapis de prière, si je vous trouve avec votre foulard, votre agrément il est perdu. C'est ça. C'est ça qui nous pendait au nez. C'est ça, la loi c'était ça. C'est-à-dire ils viennent chez toi à l'improviste, s'ils trouvent le moindre signe religieux chez toi, ils t'enlèvent l'agrément, tu peux plus travailler. Et nous, CRI, on l'a créé à cause d'une femme palestinienne, divorcée, qui a 5 enfants à sa charge. Et pour la petite histoire, je vous le dis, parce que je crois que je ne l'ai pas dit ici, parce qu'il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu fais, CCIF, CRI? Non, CCIF font du bon boulot sur le plan juridique, c'est très bien. Ils sont spécialisés là-dedans. Moi, je les ai encouragés, je les encourage. Mais quand j'ai proposé cette affaire de cette sœur-là, palestinienne, avant Gaza, là, il y avait encore la question palestinienne, j'ai dit, mon frère, symboliquement, politiquement, c'est de la bombe. Si on prend cette affaire-là, et on en fait une affaire médiatisée, nationale, politisée, on va faire reculer l'islamophobie, parce que les hommes et femmes politiques, ils ne peuvent pas dire, oh, c'est une maman de courage, une mère palestinienne, avec toute la sympathie qu'on a pour la question palestinienne, et divorcée à la tête de 5 enfants, et qui devait avoir son agrément pour travailler, c'est mobilisateur. Le frère et la sœur, ils m'ont dit, non, Abdelaziz, il ne faut pas faire de bruit, ils vont nous faire une deuxième loi. C'est ce qui nous a obligés à créer CRI. Coordination contre le racisme islamophobie. Alors pourquoi on a créé contre le racisme? Pour défendre des gens comme Areski à Manosque, qui portait un t-shirt avec le drapeau algérien, et un nostalgique de la guerre d'Algérie est venu, il lui a fracassé la gueule, il l'a rendu handicapé pratiquement, et voilà, et on est allé défendre parce que ça concerne toutes les formes de discrimination, toutes les formes de racisme. Et je vous donne encore quelque chose, parce que le système, c'est un système pourri. Excusez-moi de terme, je pèse mes mots. Et je suis bien placé pour en parler, parce que moi, je suis une victime du système, mais je ne me laisse pas abattre, moi. À la différence des minorités culturelles, comme m'avait dit une fille de Toulouse, une Occitane, qui dit Abdelaziz, vous êtes la fierté et l'honneur que nos parents ont perdu, parce qu'ils sont déshabillés culturellement, un truc comme ça, elle m'a dit. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en Ardèche en 70, les gens parlaient encore l'occitan, leur langue. L'Occitanie, c'est toute une région, c'est toute une langue, toute une culture. Aujourd'hui, ça a été laminé. Le breton, le basque, etc. Toutes ces langues minoritaires, toutes ces identités minoritaires ont été laminées. Le jacobinisme, l'État, la République a laminé ces minorités-là. Et aujourd'hui, on a un problème avec l'islam. Parce que l'islam, ils sont en train de l'attaquer partout. D'ailleurs, à leur place, moi, je me poserais des questions. Je changerais peut-être de posture. Parce que plus ils attaquent, plus l'islam, il avance. Il y a un problème. Et ils n'attaquent pas avec des petites armes de cacahuètes, avec des tire-boulettes. Hein. Ils attaquent avec des armes lourdes. Et pourtant, l'islam continue à avancer. Donc, à un moment donné, il faut se dire, à nous, de faire prendre conscience du fait que c'est ni la solution, c'est ni juste, ni équitable, ni égal. Je ne sais pas où j'en suis du temps, parce que moi, je ne me rends pas compte, excusez-moi.
pour que j'aille un peu plus vite. Donc pour moi, je parle des musulmans, ce qu'on vit, c'est des épreuves. Je vous invite à retourner voir la tradition du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de l'islam, quand il est arrivé, le système c'était quoi? C'était comme aujourd'hui. C'est le dieu argent, les tribus, c'est le peuple élu. Il y avait des peuples élus aussi, il y a des tribus élues. Il y a des gens qui se pensaient supérieurs aux autres. Il y avait une sorte d'hiérarchisation des tribus. Il y avait la force physique, il y avait l'argent, il y avait les femmes qui étaient un moyen d'échange, un commerce. Et ils sont venus voir le prophète de l'islam, ils lui ont dit, écoute, on va te proposer tout ça. Il dit, non. Pourquoi? Parce qu'ils allaient perdre de privilèges. L'esclave, il allait être libre. La femme allait devenir l'égale de l'homme. Le pauvre, il allait devoir exiger justice aux riches. Le muhajirin avec l'Ansar, il fallait qu'il partage ses biens. Tout ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. C'est-à-dire que l'islam, quand il est venu ébranler les idoles. C'est en fait, la philosophie de l'islam, c'est quoi? C'est se soumettre à Dieu pour se libérer, ou alors s'approcher de Dieu pour se libérer de l'aliénation des hommes. S'approcher de Dieu pour se libérer des hommes. C'est ça le message essentiel. Et celui-là, il leur fait peur. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien, les injustices sont à tous les niveaux. Et pourquoi il y a des convertis? Je vois, elle parle, elle est l'exemple typique. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se convertissent à l'islam. Parce qu'ils trouvent un sens à la vie, ils trouvent une compréhension, un sens. Ils trouvent du sens dans l'islam. Ils trouvent du sens dans une société qui est en train de détruire le sens et de détruire ses propres valeurs. Ils trouvent des valeurs, même si elles ne sont pas toujours respectées. Et je ne sais pas qui, je crois que c'est Youssef Islam, je ne sais pas qui, il a dit heureusement que j'ai rencontré l'islam avant de rencontrer les musulmans. C'est vrai. Aujourd'hui, si tu vois certains musulmans, tu as envie de fuir à 10 km. Tu dis, garde-le ton islam, j'en veux pas. Mais quand ils découvrent l'islam, ils découvrent quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui faire. Bon, pour aller peut-être vite aussi, pour pas trop vous alourdir, l'islamophobie a commencé effectivement en 622, lorsque le prophète a été obligé de faire la hijra. Et voilà, il a été chassé de sa terre natale, il a été obligé de quitter, etc. Donc, dans son vécu, et j'invite des non-musulmans, s'il vous plaît, ou alors ceux qui ne sont pas enracinés dans la religion, faites un effort, s'il vous plaît, de rentrer ce soir sur Wikipédia, sur ce que vous voulez, sur un livre musulman, machin. Regardez l'arrivée de l'islam, la tradition du prophète, par exemple, les conditions de l'hégire du prophète. Pourquoi le prophète a quitté la Mecque pour aller à Médine? Essayez de lire, vous allez voir. L'embargo, comment ils ont été réduits à manger des feuilles, des racines, comment ils ont été boycottés, comment les filles du prophète ont été divorcées. On dit, tiens, prends ta camelote, laisse-nous, etc. C'est des trucs de fou. Donc nous, à côté, on ne vit rien. Au point que les compagnons sont venus voir le prophète et ont dit, ah, demande à Dieu la victoire, demande-nous l'aide. Il a dit comment? Il a dit, avant vous, il y a des gens, on les a enterrés vivants, on les a coupés en deux avec des scies et ils n'ont pas abandonné leur foi pour autant. Donc les épreuves qu'on subit aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Je dis pas qu'il faut être fataliste, hein. Moi, j'attends pas qu'on me coupe en deux, moi. Moi, je vais me battre, je vais m'organiser pour justement éviter qu'on me coupe en deux. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'être coupé aujourd'hui, en petits morceaux. Très vite, face à l'oppression là qu'on subit, je crois parler de France Fanon tout à l'heure, il y a trois postures qui sont connues quand il y a un rapport de domination. Soit on se met en rupture, et c'est aussi le fameux stigmate pour ceux qui font un peu de sociologie. On lui dit, ah, t'es un intégriste, mais je suis un intégriste, yallah, qu'est-ce qu'il y a, voilà, je vais mettre l'amama, je vais mettre le barnos, je vais mettre tout ça, je vais mettre la grande lahia, je vais mettre tout ce que tu veux, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Et il se met en rupture, c'est-à-dire il surévalue son identité propre pour se mettre en rupture avec l'autre. Il y a des gens aujourd'hui, certains frères qui disent salaf, parce que salaf, il faut discuter le terme. Moi je me réclame du salaf, mais c'est pas... Voilà. Il y a des gens qui prétendent être des salafs et qui rentrent en rupture avec l'autre, qui ne sont plus une miséricorde pour leurs voisins, ce sont une niqma pour leurs voisins, ce sont une catastrophe pour leurs voisins. Le voisin il crève à côté, il ne le regarderait même pas. Je parle même pas du kafir, même le musulman. Toi, musulman qui parle, c'est pas comme lui. Toi, t'es un kafir, toi, t'es un aqada qui est pas bon, toi. Toi, regarde ta place en enfer, etc. Bref, truc de fou, quoi. Ceux-là, ils sont en rupture avec les gens. Ils sont dangereux pour moi, ils sont contre-productifs. Je les respecte pour autant, c'est des musulmans, ils font leur vie, voilà. Mais, ils sont pas bénéfiques pour le système. Ils sont pas rahmatan lil-alamin, ils sont pas miséricorde pour l'humanité. Ils sont dans une démarche de rupture, de rejet, de diabolisation, c'est des mécréants. Je lui dis pas bonjour, ils montent dans l'ascenseur, ils regardent comme ça, ils crachent presque par terre, etc. C'est des mécréants, c'est des kuffar billah. Moi, quand j'ai eu certains sous la main, je dis, mon frère, pourquoi tu touches le RSA? Pourquoi tu t'appelles Sédic là? Pourquoi tu es chez un conseil familial? Ben, casse-toi, va en Arabie Saoudite, tu vas voir comment tu vas comprendre ta douleur. Ils t'apportent en Arabie Saoudite, ils reviennent en courant. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a du racisme là-bas, ils en prennent plein la gueule. Et ils reviennent en courant. Parce que c'est des bougnoules.
C'est pas la race élue des princes, là, les 70 000 voleurs. Ali Baba et les 70 000 voleurs, il n'en fait pas partie, donc il dégage. On le traite comme un chien. Même au Hajj, même au pèlerinage. J'ai vu de mes yeux, le pèlerinage, tu as les tentes des Koweïtiens, les tentes des Qataris, des Saoudiens, et tu as les tentes des Européens et des Américains, tu as les tentes des Maghrébins, et tu as les tentes des Noirs. Et c'était des bâches en plastique. Et un jour, ils ont brûlé, il y a eu 600 morts. Ils viennent de parler d'islam. Qu'est-ce que c'est que cet islam? Donc bref, ceux qui seraient pas à ça, moi je ne me reconnais pas là-dedans. Il y a une autre catégorie, dont François en parle beaucoup, c'est des gens qui ont la haine de soi. Et c'est des gens qui manquent de courage pour moi. Parce qu'au lieu d'affronter la difficulté, au lieu d'affronter l'oppression du dominant, ils préfèrent raser les murs, baisser la tête, s'approprier les attributs du dominant. Et François, il les appelait la voix de son maître, c'est l'esclave des champs, l'esclave des villes. Il s'approprie le discours du maître et il en fait même plus. Vous savez, la voix de son maître, c'était quoi? Le maître, il disait, allez, rangez les chaises. Oui, allez, rangez les chaises comme il faut. Le maître dit, fermez la porte. Oui, il faut bien fermer la porte avant de sortir. Ça, la voix de son maître. C'est-à-dire, il surenchérit, pardon. Désolé, vous voyez, c'est voilà. Quand je parle, c'est tout part en même temps, cette affaire-là. Excusez-moi, je peux peut-être choqué par mon attitude, les frères et sœurs, mais Wallah al-Adim, c'est parce que c'est du vécu. Moi, je dis toujours, l'islamophobie, quand j'en parle, c'est pas en tant que sociologue, ou en tant que psychologue, ou en tant qu'ethnologue, ou je sais pas quoi, ou en tant que dingologue, comme dirait Bourrem. C'est parce que je l'ai vécu dans ma chair, je la vis encore aujourd'hui dans ma chair. D'accord? J'ai des diplômes plein les poches, des expériences plein les poches, et j'arrive pas à trouver mon boulot. Mon domaine, pourquoi? Parce qu'ils ont mis une croix sur moi. Dans la région lyonnaise, dès que tu dis à Abdelaziz Chambi pour prendre la direction d'un centre social, ou un poste d'éducateur ou chargé d'insertion, vous voyez, donc c'est pour ça que je parle un peu comme ça. Donc il y a l'attitude du dominer, celui qui veut s'approprier le discours de son maître. Et moi, j'ai assisté à une ou deux conférences où les frères et les sœurs, ils m'ont mis des drapeaux bleu, blanc, rouge, et des ballons bleu, blanc, rouge. J'ai dit, tu veux pas qu'on chante la Marseillaise aussi? Non mais sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur du dominant. Il faut que tu montres que tu es un bon Français, bien blanc, bien bleu, blanc, rouge, et que tu cries cocorico pour qu'ils t'acceptent. Véridique. Je suis pas en train de dénigrer, hein. Je suis français, j'assume. Hein. Je suis aussi français, j'ai grandi dans ce pays, j'ai pris la société française, je me bagarre ici, j'avais la possibilité d'aller vivre ailleurs, j'y vais pas parce qu'il y a des dictateurs, ils m'en ont fait pas, les couleurs vénalières en particulier. Donc, mais je suis bien, alhamdoulilah, ici, je me bagarre ici. Donc c'est pas du dénigrement, c'est pas de l'anti-France, je vous rassure. Mais c'est des postures d'aliénation qu'on s'impose à nous-mêmes et qu'on n'arrive plus après à changer la réalité des choses. Et il y a des gens aujourd'hui, ils vont jusqu'à franciser leur prénom, ils vont parler royaliste. T'es un boulioul, toi, qu'est-ce que tu parles du roi, toi? Qu'est-ce que tu parles de royaliste? Les mecs, ouais, je suis royaliste et tout, je m'approprie l'histoire de France, t'entends, et ils discutent avec Civitas, ils discutent avec l'extrême droite, ils discutent avec Alain Soral, et vas-y, que je te machin, et avec des antisémites, avec des gens qui ont la haine du sémite, du juif, et qui ont la haine de l'arabe, mais sauf qu'ils ne te le disent pas pour l'instant, parce qu'ils t'utilisent. Ils t'instrumentalisent pour taper le juif. Parce que le juif, il est balèze, il peut pas, lui, il a la trouille. Donc il n'ose pas. Parce qu'il a des procès qui lui tombent sur la gueule, parce qu'il perd sa carrière, parce que machin. Donc il utilise des armes. Et pour citer Alain Soral, il le dit. Il dit, moi, quand je suis dans ma chambre, que j'ai des souris qui me grignotent les pieds, c'est pas comme un éléphant qui rentre dans la chambre et il écoute toute la chambre. Donc moi, je vais utiliser les souris pour chasser l'éléphant. Mais sauf que quand il aura chassé l'éléphant, les souris, je crois qu'il va les laisser, il va les écraser une par une. Et c'est ça le problème des bougnoules aujourd'hui, des gens qui par complexe, par haine de soi, ils sont en train de s'approprier le langage des dominants, des fachos. Et tout à l'heure, Yanis, il a parlé de l'Europe de l'extrême droite. Oui, c'est un ami de l'Aube dorée, c'est un ami de Casapande en Italie, c'est des criminels, des fascistes, des gens nostalgiques de Mussolini, qui sont en train de fracasser aujourd'hui des travailleurs immigrés, que ce soit en Grèce ou en Italie. Ils ont tué des gens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils vendent des machin. Donc aujourd'hui, ces gens-là, moi, excusez-moi, ils m'horrifient. Quand je vois des musulmans, avec la leçon que les harkis nous ont donnée. Les harkis, ils ont vendu leur famille, ils ont vendu leur pays, ils ont vendu parfois leur dignité, et la France les a traités comme des clochards. Moi, je les ai vus à l'Argentine et à Saint-Ambrois, etc., dans la guerre en Ardèche, ils étaient dans des camps avec des miradors, ils étaient traités comme des chiens. Ils les ont mis dans les camps, ils ont mis comment on appelle, les juifs à l'époque. Et pourquoi nous, d'ailleurs, pour la marche, on s'est retrouvés avec les enfants de harkis? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous. Qu'ils avaient beau avoir servi la France, leurs parents avaient servi la France, ben ils étaient traités comme des bougnoules, et on s'est retrouvés avec eux sur les champs de lutte. Et il y a la troisième catégorie, c'est celle, j'espère, qui nous concerne et qu'on adoptera, c'est ceux qui luttent contre, c'est ceux qui veulent se désaliéner. Voilà, se désaliéner de ce rapport-là. Et se désaliéner, tu ne peux pas le faire tout seul, parce que le système, il est trop fort. Le système, aujourd'hui, si on veut changer les choses, c'est quoi? Prendre les armes, on ne peut pas. Les Corses, les Basques, ils essayent depuis des années, ils n'arrivent pas. Donc nous, on ne risque pas. C'est faire de la politique. La politique, ça dit quoi? Le système te dit, viens, Mohamed, viens. Et ils ont l'expérience du bureau des Arabes.
Viens, imam Ammar, imam Kamou, viens. Bon, tu vas, voilà, à Argenteuil, qui a eu l'agression des sœurs, moi j'étais là-bas. J'ai vu le maire venir faire la tournée des mosquées pour donner les ordres à l'imam, et j'ai écouté la khutbah du vendredi, j'ai failli me lever. Wallah, j'ai failli me lever, j'ai failli sortir. Je failli dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils instrumentent l'islam pour faire taire des gens, pour dire non, le maire il est bien, etc. Et certains m'ont vu après sur des images où j'arrache le micro. Ils voulaient m'arracher le micro, ils ne voulaient pas que je dise la pression qu'ils nous ont mis. Ils nous ont menacé de déposer plainte. Ils nous ont envoyé la lettre, on l'a encore. Ils nous ont envoyé la lettre, on n'a pas déposé plainte parce que vous avez dit que la mairie a fait pression sur la jeune fille pour qu'elle n'en parle pas, pour éviter. Et c'est vrai, ils ont fait de la pression. Ils ont envoyé des élus dans ma famille de jeune fille, et ils lui ont dit, Rabia, ils lui ont dit, attention, tu ne parles pas de cette agression, tu tais-toi, etc. D'ailleurs, on en parlera après, on en partait ceux qui veulent. L'affaire de la sœur qui a perdu son bébé. Est-ce que quelqu'un l'a vu, cette sœur? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de cette sœur? Et vous ne vous posez pas des questions, non? C'est bizarre quand même. Elle perd un enfant, elle est agressée. Notre avocat, nous on a mis Hosni Maati, l'avocat de CRI Paris, il s'est occupé des deux affaires. Vous savez ce qui s'est passé? Il arrive au bureau de ministère de l'Intérieur parce qu'on a demandé à rencontrer Valls, pour dire on veut une table ronde avec le CCIF, le CRI, l'Observatoire, ça. Il ne nous a pas répondu, ils ont reçu l'avocat avec les sœurs. Et dans la réunion de travail au bureau de ministère de l'Intérieur, il y a un mec de la famille, soi-disant de la sœur, il dit bon, toi, tu t'occupes plus de l'affaire de la sœur, on te retire le dossier. Ils ont retiré le dossier devant le ministère. On va le donner à Michel Tubiana de la Ligue des droits de l'homme, Parti socialiste. Et je connais la Ligue des droits de l'homme, je connais Tubiana personnellement, voilà. Donc vous voyez, et comment ça se fait plusieurs mois après, ni on voit son visage, ni on dit quelle est la suite, parce qu'il y a gros derrière, il y a gros, j'en parlerai peut-être en aparté, il y a quelque chose de gros. Quand je vous dis c'est systémique, c'est le système. Le système est aujourd'hui en train de faire des discriminations, il est en train d'organiser aujourd'hui la montée de l'islamophobie. Vous savez pourquoi? Rappelez-vous, quand il y avait Sarkozy, on en avait marre du sarkozysme. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Si vous ne votez pas pour nous, vous allez encore taper 50 Sarkozy. Et les musulmans, comme des moutons, ils sont tous partis à l'abattoir. On a tous voté à 93% dans les banlieues pour François Hollande. Première chose qu'il fait quand il est élu, il fait voter la loi au Sénat sur les nounous. Il abandonne le droit de vote aux immigrés qu'il avait promis comme son tonton Mitterrand, 30 ans avant. Et il va à l'encontre de la sensibilité de pas mal de musulmans. Il fait le mariage homosexuel alors qu'il y avait une mobilisation extraordinaire dans l'opinion, qu'ils n'ont pas voulu laisser le débat aller au-delà. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire la même chose. Voilà. Ils sont en train de faire la même chose en laissant monter l'islamophobie pour nous dire demain, si c'est pas nous, c'est Marine Le Pen. Si c'est pas nous, c'est l'extrême droite. Vous voyez le truc? Parce qu'il n'y a aucune arrestation. Même les hommes et femmes politiques, ils disent pas qu'il y a l'islamophobie. Ils ont refusé de dire le mot islamophobie. Ils se sont tués pendant tous les massacres. Là, avec Taubira, ils sortent tous, ils font les oraux et tout ça. C'est de la récupération. Et en ce qui concerne l'islam, on va pousser demain les humains à voter en masse pour... Bon, très vite, je dois conclure. Les solutions, ne pas être instrumentalisé par le système. Le système, il est fort. Il est très fort. Pourquoi tout à l'heure, moi j'apprécie ce qu'a dit... c'est qui a dit c'est Olivier qui a dit ça tout à l'heure, en disant CRI ne faut pas de subvention. Toi, il a raison. Parce que le système, quand il te finance, il a des conditions. Je n'ai vu aucune association, structure, financer une association, un individu, sans condition, ça n'existe pas. Le Père Noël, c'est un mythe. Donc, et le système, il est tellement pervers qu'il est capable, vous savez quoi? Il fait de la discrimination systémique, il te donne un peu d'argent, il te donne un peu de reconnaissance, vas-y, va boucher le petit trou là-bas. Lui, il est en train de casser la baraque. Pendant que toi, tu bouges les petits trous, lui, il casse les fondations. Donc le MRA, par exemple, ça fait 70 ans qu'il existe, le racisme, il n'a jamais autant augmenté. Et les organisations comme la nôtre et d'autres, elles n'arrêteront pas l'islamophobie si elles ne vont pas à la source. Donc il faut aller à la source, et il faut être dans une posture offensive. Parce qu'il y a une guerre, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et aujourd'hui, il faut être offensif sur le plan académique, sur le plan sémantique. L'idée, le mot islamophobie, aujourd'hui, il y a une victoire qui a été faite, confirmée par le livre d'Ali Hajjat et Marwan Mohamed sur l'islamophobie, où il démontre effectivement, scientifiquement, que c'est un terme qui fait partie aujourd'hui du tissu et du langage sociopolitique en France. L'autre dimension, c'est être offensif sur le plan juridique. Alors je disais l'autre fois à Paris, je disais CRI, c'est un pistolet, CCIF, ils ont sorti une mitraillette, on a la LDJM, Ligue de Défense Judiciaire des Musulmans de Karim Achoui, il a sorti un F-16, lui, en utilisant toutes les armes. Après, bon, moi je ne suis pas dupe, je ne donne pas le bon Dieu sans confession aux gens que je ne connais pas suffisamment, mais s'il me dit, voilà, je te donne un F-16, eh bien utilise le F-16, bon sang. Après tu verras si c'est du vrai ou du faux. Si le mec décide d'attaquer la France sur le blasphème, sur les lois islamophobes, il décide d'attaquer Charlie Hebdo en venant à Strasbourg, parce qu'il y a le concordat. Personne n'y a pensé avant.
Pourquoi les musulmans, les associations de défense ne sont pas allés à Strasbourg parce qu'il y a le concordat, parce que les religions sont respectées et financées par l'État, pour attaquer l'État sur le fait qu'il porte atteinte à une religion? Eh bien, lui, il est en train de le faire. Et politiquement, pareil, il faut qu'on ait nos outils politiques. S'il vous plaît, arrêtez de tomber dans le panneau des partis politiques. Les partis politiques, ils vous choisissent parce que vous êtes inoffensifs. Ils peuvent t'offrir un siège, de l'argent, du job et tout. Je vous jure, regardez demain. Annoncez demain que vous allez faire une liste aux élections municipales. La mairie, elle va vous contacter tout de suite. Elle va voir qui c'est le leader, elle va lui proposer un peu d'argent. On va te donner un job, il n'y a pas de problème et tout. Donc on s'organise autonome, de façon autonome, il y a des outils pour ça. Je peux vous en parler. On a parlé du Forum social des quartiers populaires. Il y a un parti qu'on a créé, mais comme on n'a pas les moyens face au système, on n'en parle pas trop, c'est Force citoyenne populaire, vous pouvez regarder sur Internet. Et une dernière dimension, et j'arrête là, une dimension darwatique, j'appelle ça la dimension darwatique. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Certains disent, ouais, c'est quoi, c'est prosélyte? Non, c'est pas prosélyte, c'est pédagogique. Les musulmans, enfin les arabophones savent ce que c'est le mot darwa. Darwa, c'est le prêche, c'est d'inviter les gens à la bonne parole. Les évangélistes le font, les témoins de Jéhovah le font, Lutte ouvrière le fait, le LPA le fait, toutes les organisations religieuses, politiques le font. Même quand vous partez à Marseille avec le bateau, vous avez les évangélistes qui viennent des États-Unis, avec un mec qui parle arabe et tout. Salam alaikum, tafadhal Isa Masih ibn Allah, tatati. Et il te donne des Bibles, des CD, des cassettes en arabe et tout, pour prêcher sa bonne foi. Mais pourquoi moi je n'aurais pas le droit de prêcher? C'est même garanti par la Constitution. La République garantit le libre exercice du culte. Et un culte, s'il ne fait pas de prêche, ce n'est pas un culte. C'est un truc dans ton coin là-bas, c'est un club privé. Donc, et tout à l'heure il a rappelé effectivement les conventions européennes qui stipulent et les droits, tous les textes de loi, que ce soit la Constitution, la loi 1905, les conventions internationales, stipulent que tu peux vivre ta foi en privé, en public, collectivement, individuellement, etc. Donc moi je dis qu'il faut être darwatique. Et pourquoi? Parce que c'est pédagogique. On s'est rendu compte à Lyon, on a fait ça depuis à peu près 2 ans, on a fait une opération suite aux caricatures de Charlie Hebdo. On a acheté des livres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça coûtait 1 €. C'est un frère que je connais qui les a édités, la Nordin Aoussat à Paris. Il a fait 350 000 exemplaires, je crois, il a vendu. Et il les vend 1 € le prix d'achat. On a commandé quelques-uns, on a fait une grande table comme ça, avec des gâteaux, avec des tracts, et on parlait avec les gens. Est-ce que vous connaissez le prophète? On nous présente comme avec une bombe sur la tête, etc. On offre un tract, on dit bah, venez voir une boisson, un petit thé, un petit gâteau. Et quand on voit que les gens sont intéressés, on dit bah, tenez, lisez ça, vous allez voir, etc. Wallah al-azim, c'est de la balle. Comme disent les jeunes, c'est de la balle. Parce que ça casse les préjugés. Et quand le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on distribue des roses avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un verset du Coran, et qu'on offre ça à Bernadette le matin avant de partir au boulot, oh merci, elle apprécie la rose, mais elle regarde aussi et dit, oh c'est ça, oui l'islam, il recommande le respect de la femme, il recommande le Coran, oui madame. Parce qu'ils ne savent pas les gens. Et Wallah al-Azim, on l'a refait après l'Aïd au parc de la Tête d'Or, là-bas à Lyon, un grand parc, machin. Ça marche du tonnerre, on a distribué 1000 gâteaux. 1000 gâteaux, 1000 personnes ont reçu le message. Donc voilà, il faut être offensif, sémantiquement, académiquement, intellectuellement, politiquement, juridiquement et da'watiquement. Et Wallah al-Azim, la 4e version, la da'wa, si vous la faites, vous allez voir l'islamophobie reculer à grands pas. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu abusé de la part.